Aujourd'hui, dans Parlons-en, question simple, réponse sans doute assez complexe. Les Européens sont-ils condamnés à plier face à Donald Trump ? Le week-end a été marqué par de nouvelles menaces douanières du président américain sur les membres des 27, plus la Norvège et le Royaume-Uni qui s'opposent à ses désirs expansionnistes au Groenland. Et voilà les Européens qui cherchent à nouveau la bonne formule pour répondre. Le président Macron plaide pour l'utilisation du bien nommé bazooka commercial. Sommes-nous entrés dans l'ère de la coercition entre alliés ? C'est Parlons-en ce matin avec Pascal Joannin, Yves Thibault de Silguy. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Pascal Joannin. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman et avec nous Yves Thibault de Silguy. Bonjour. Bonjour. Ancien commissaire européen à l'économie et à la productivité. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Mémoire d'un corsaire, navigation dans les eaux agitées du pouvoir, qui est sorti chez Temporis. Et puis on sera tout à l'heure en liaison avec Jérôme Viala-Godefroy, qui est spécialiste des États-Unis. Pour ceux qui auraient un peu décroché ce week-end, voilà donc où nous en sommes à la veille du premier anniversaire du retour au pouvoir de Donald Trump. Les Européens affichent leur unité et préparent la riposte face aux menaces de surtaxe douanière brandies par le président américain. Un président qui voudrait ainsi punir ceux qui s'opposent à sa volonté de s'emparer du Groenland, territoire autonome danois, faut-il le rappeler. On attend un sommet extraordinaire des 27 dans les prochains jours, sans doute jeudi. On va détailler ensemble les options qui s'offrent à l'Union. On va essayer de qualifier aussi ce moment que l'on vit. Mais d'abord, le récap en images du week-end, des déclarations et des réactions, c'est avec Marc Pope et on se retrouve juste après. Face aux surtaxes douanières américaines, l'Union européenne affiche son unité. À l'issue d'une réunion en urgence des ambassadeurs européens, Bruxelles vient d'annoncer un sommet extraordinaire des dirigeants des 27 dans les prochains jours. L'UE prépare des mesures de rétorsion si la menace des droits de douane de 10% supplémentaires est mise à exécution le 1er février. Parmi ces options, réactiver les mesures de représailles prises contre Washington en août dernier, portant sur 93 milliards d'euros d'importations américaines. Elle prévoit également d'activer un instrument anti-coercition, mais sa mise en place prendra du temps. Bruxelles se dit déterminée à protéger ses intérêts stratégiques, économiques et de sécurité. Nous affronterons ces défis à notre solidarité européenne avec constance et détermination. Donald Trump veut prendre le contrôle du Groenland, qui appartient pourtant au Danemark. Face à l'opposition européenne, il dégaine son arme favorite de droits de douane contre 8 pays européens, dont la France, l'Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni. Pour Copenhague, l'ultimatum de Trump menace l'ordre mondial tel que nous le connaissons et l'avenir de l'OTAN. Nous poursuivrons également des consultations étroites avec les pays européens non membres de l'Union européenne, mais intégrés au marché unique, et plus important encore, membres de l'OTAN, car il ne s'agit pas seulement de l'Union européenne, il s'agit fondamentalement de l'OTAN. Is Greenland or NATO more essential to the United States national security? Aux États-Unis, l'administration Trump tente de justifier son intérêt pour le Groenland, une ambition pourtant rejetée par 86% des Américains. Je pense que les Européens comprendront que c'est mieux pour le Groenland, mieux pour l'Europe et mieux pour les États-Unis. Les discussions devraient se poursuivre au Forum économique de Davos qui s'ouvre aujourd'hui, où une importante délégation américaine sera présente. Pascal Joannin, en quelques mots, si on devait qualifier le moment qu'on est en train de vivre entre alliés. Haute tension. Haute tension, on a la fin des illusions, pour ceux qui en auraient encore, sur la bienveillance du président américain, je ne dis pas des États-Unis, du président américain actuel, vis-à-vis des Européens. Nous avions un partenariat de confiance. Celui-ci est en train de s'effriter à cause, en effet, du président américain qui remet en cause ce partenariat transatlantique et qui n'a que très peu de sympathie vis-à-vis du continent européen, dont il est issu pourtant. Ses liens familiaux et même ses liens de mariage sont avec les Européens, mais donc il ne nous aime pas. Et donc là, en effet, on a un moment de vérité où on décide, en effet, de répondre et on a les moyens. A-t-on la volonté? Ça, c'est une autre question. Soit, en effet, on répond pas, mais à ce moment-là, c'est la fin d'un équilibre des relations. La fin des illusions, dit Pascal Joannin, Yves Thibault de Silguy, ça veut dire que l'Europe a péché par naïveté jusqu'ici? L'Europe, je ne sais pas si elle a péché par naïveté. L'Europe, elle a quand même une difficulté à s'exprimer
d'une seule voix. Elle a tenu à peu près pendant la période ukrainienne, elle tient encore. Dans l'affaire du Groenland, on est limite parce que, premièrement, Trump veut le Groenland, il l'a dit clairement, il le veut. Il n'a pas dit qu'il ferait la guerre. Je ne crois pas à la guerre au Groenland. Enfin, il veut l'acheter. Bon, enfin, donc, il peut. Deuxièmement, est-ce que les Européens sont prêts à aller jusqu'à subir des sanctions américaines pour le Groenland qui s'est quand même détaché. Moi, j'ai assisté à la sortie du Groenland de l'Union européenne. Mais là, on a largement pas dépassé la question du Groenland en réalité, non ? Oui, à ce moment-là, on peut prendre le problème de manière globale. Il y a l'Ukraine, il y a l'Iran, il est partout. Il est pas si imprévisible que ça, mais il joue à la marelle. Il passe d'un sujet à l'autre et il occupe le terrain en permanence. Avec deux avantages. Le premier, c'est que c'est la première puissance du monde, la première armée du monde, la première monnaie du monde. Et deuxièmement, il a la loi américaine pour lui. Vous savez qu'aux États-Unis, la loi américaine l'emporte sur la loi internationale et ils peuvent aller très loin dans l'extraterritorialité de leurs lois, c'est-à-dire qu'ils imposent aux autres leurs lois, même si ceux-ci n'en veulent pas. Alors avec le tout combiné, il est dans une situation de force sur un fond idéologique quand même très nationaliste, très MAGA, etc. Donc, pas tellement de raisons pour lui de s'arrêter, d'autant plus que moi, je veux bien, on a la fameuse bazooka, là, vous parlez. On va y revenir sur le bazooka. Et puis, comme vous l'avez rappelé, nous sommes 27, il est tout seul. C'est toujours plus facile de décider quand on est seul. On voyait à l'instant le ministre des Affaires étrangères danois, qu'on a vu la semaine dernière à Washington, tenter de plaider sa cause, sortir en évoquant un différend fondamental, assez fatigué, quand même, on le sent, le chef de la diplomatie danoise. Et il a eu ces mots ce week-end. L'ordre mondial tel que nous le connaissons et l'avenir de l'OTAN sont en jeu. Il prend quand même un risque énorme, le président américain, là, sur ce dossier. Oui, moi je crois qu'il franchit une ligne rouge, là. Parce que, on a parlé de l'Iran, on a parlé du Venezuela, mais là on s'attaque à un pays membre de l'OTAN, le Danemark, dont la souveraineté sur le Groenland est vieille, c'est pas quelque chose qui date de l'entrée dans l'Union européenne. Les Vikings étaient là, etc. Donc c'est pas un peuplement américain. C'est pas, voilà, puis d'abord les États-Unis sont nés, il y a beaucoup, enfin, je pense que les Groenlandais, il y avait des habitants, étaient déjà chez les Danois quand les États-Unis se sont constitués, n'oublions pas qu'ils n'ont que 225 ans d'existence. Donc là, je pense qu'il y a une faute historique, et une faute de stratégie, parce que Donald Trump s'attaque à un partenaire qui était plutôt dévoué. Le Danemark n'était pas dans les pays européens celui qui était le plus remuant. Donc il s'attaque à quelqu'un qui est dans l'OTAN. Donc en effet, cette alliance qui devient un peu bancale, parce que si en effet il s'attaque à un des pays membres, qu'est-ce que vont faire les autres ? On voit bien que c'est une vraie question. Et puis c'est sur en effet l'unité européenne, je suis moins pessimiste que vous, parce qu'il y a quand même déjà les principaux États qui sont derrière le Danemark. Alors en effet, et ce sont eux qui sont visés spécifiquement par cette sur l'Ukraine. augmentation. Le méchant, c'était Poutine. Donc le méchant était Poutine, un ennemi habituel, etc., etc. Là, ce qui change, c'est qu'en effet, celui qui l'agresseur, celui qui a un acte d'agression, c'est les Américains qui sont soi-disant nos alliés, voilà. Donc là, c'est vraiment la donne change, parce qu'en effet la puissance adverse, c'est les États-Unis, et qu'on a créé avec eux malheureusement une sorte de dépendance au fil du temps, dépendance dans la matière de défense, dépendance un peu économique aussi, et que là donc aujourd'hui on s'aperçoit, alors pas pour la France qui a toujours eu une position un peu spéciale, mais pour d'autres, que les Américains c'est plus ce que c'était, et qu'il va falloir peut-être changer en effet de logiciel sur la relation avec les États-Unis, où on croyait qu'en effet, c'était des partenaires sérieux, etc. Là, avec ce président-là, on s'aperçoit que tout ça est en train de se dégringoler. Yves Thibault de Silgui, quand je vous demandais si là, en fait, la question dépassait pas, en réalité, le sujet du Groenland, on pouvait quand même s'attendre à ce que les choses prennent une telle tournure. Alors, on pourrait remonter au discours de Munich de J.D. Vance, où il avait fait la leçon aux Européens, et pas que sur des questions stratégiques, mais aussi sur des questions quasi morales. Il y a eu ce document
publié au mois de décembre la stratégie de sécurité nationale américaine, où les Américains écrivent noir sur blanc qu'ils vont tout faire pour rectifier la trajectoire des Européens. Au fond, qu'est-ce qui dérange Donald Trump dans l'existence même de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui? C'était quand même un partenaire commercial majeur des États-Unis. Je veux dire, ce ne sont pas des ennemis. Non, mais je dirais il y a un changement qui est lié à la personne de Trump, et moi qui me gêne beaucoup parce que ça désoriente les Européens. Toute la construction européenne s'est faite sous le parapluie de la défense américaine. J'ai été commissaire, autour de la table, je voyais bien comment ça se passait. Dès qu'on prononçait le mot défense, immédiatement, tout le monde disait « Ah non, la défense égale l'OTAN, nous on n'en parle pas. Bon, non, ils dégageaient. Deuxièmement, les Américains, ils infiltraient complètement, ils nous laissaient coopérer. Au contraire, hein, faut pas oublier qu'on était dans une logique post-Deuxième Guerre mondiale, donc plus jamais ça. Les Américains avaient perdu 900 000 hommes en deux conflits sur le territoire européen. Donc les Européens, organisez-vous, travaillez ensemble, coopérez. Jamais je n'ai vu les Américains, quand on faisait l'euro, attaquer l'euro. Ils y croyaient pas trop, mais jamais ils n'ont rien fait pour nous empêcher de faire l'euro. Au contraire, ils facilitaient mais tout ça sous le parapluie américain. Et on a vécu pendant des décennies dans ce schéma-là. Là, aujourd'hui, on s'aperçoit que le parapluie américain est en train de se fermer, pour toute une série de raisons qu'on peut expliquer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça désoriente les Européens. Ils sont perdus, ils comprennent pas, ils disent sont nos alliés, etc. Deuxièmement, faut oublier que les Européens, ils ont peur. Un jour, moi j'ai vu Poutine plein de fois avant la guerre ukrainienne, et un jour il m'avait dit, Poutine, le problème les Européens, c'est que vous avez peur. Nous, on n'a pas peur. Et parfois, on joue à se faire peur. Bon, aujourd'hui, on nous dit qu'il va y avoir la guerre avec la Russie dans 3 à 5 ans. Je ne sais pas pourquoi 3 à 5 ans, mais enfin, il va y avoir la guerre vis-à-vis de la Russie. Donc, on vit dans la peur. Troisièmement, effectivement, on est dans un système où il n'y a pas de chef. Qu'il faut face dans une discussion comme ça, face à Trump, qu'il faudrait qu'il y ait une voix, une seule. Alors, est-ce que c'est Macron? Est-ce que c'est le président du Conseil européen? Est-ce que c'est Madame van der Linden? Tout le monde veut jouer ce rôle-là, mais ça nous gêne considérablement dans la discussion. Et enfin, je veux dire, il faut être capable de résister aux Américains. Si les Américains, quand on envoie je sais pas, 5 chasseurs alpins au Groenland, on prend 10% de droits de douane supplémentaires et on nous parle de 25% supplémentaires. Alors on va prendre des mesures, très bien, prendre des mesures, effectivement, mais il va falloir les assumer, hein, parce qu'il va y avoir encore des contre-mesures aux contre-mesures. On va retrouver Jérôme Viala-Godefroy, bonjour, avec qui on est en direct. Vous êtes agrégé d'anglais, docteur en civilisation américaine et chargé de cours à Sciences Po Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit à l'instant Yves Thibault-Silgui sur le fait que les Européens avaient peur. Ça me fait penser, et on l'a entendu à l'instant dans le petit reportage de Marc Pope, à ce qu'a dit le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent. Nous sommes le pays le plus puissant au monde. Bon, jusqu'ici, il parle des États-Unis, jusqu'ici, personne ne lui dira le contraire. Et il a rajouté, les Européens projettent de la faiblesse, les États-Unis projettent de la force. Est-ce que à Washington, on se dit effectivement que les Européens ont peur? Oui, en fait, c'est une vision que Trump a depuis très longtemps, et son entourage a à peu près la même vision, c'est-à-dire que c'est un monde qui est partagé entre les forts et les faibles. Et donc, paradoxalement, tout cet aspect de compliments, de flatterie qui peut marcher sur du court terme, Trump est capable de vraiment bien déceler le fait que derrière tout ça, il y a de la faiblesse. Il a aussi une vision très masculiniste, hein. Il ne faut pas oublier que le fait d'avoir une femme à la tête de l'Europe, c'est aussi un élément pour lui de faiblesse. Et la vision qu'il a, c'est une force qui doit s'assumer comme telle et qui doit être visible. Donc c'est pas forcément dans la réalité non plus de la puissance et de la force, mais c'est dans l'expression. Et c'est ça qui est très important pour Trump, c'est l'expression de la force. C'est les éléments visuels, je dirais, presque de spectacle de la force. Or, l'Europe, c'est le contraire de ça, bien évidemment. Pascal Joannin, pour évoquer Ursula von der Leyen, dont Jérôme Viala-Godefroy parlait à l'instant, il y a quand même, selon certains, une espèce de faute originelle, justement, dans ce rapport force-faiblesse. L'été dernier,
on est en Écosse, on est dans le golfe de Donald Trump, et Ursula von der Leyen a quand même signé un accord, je le mets entre guillemets, commercial. Certes, elle a fini par obtenir moins de droits de douane que ce que le président américain voulait imposer aux Européens au départ, mais c'est 15% de droits de douane, et d'aucuns de dire, en fait, il y a quelque chose là qui s'est joué à ce moment-là, une espèce de nœud comme ça, qui fait que les Européens, en réalité, ont plié, quoi. Et qu'après... Oui, alors, donc le président américain avait décidé de donner des droits de douane à tous les autres pays hors États-Unis. Et il y avait des taux qui étaient un petit peu... aléatoires. Bon. Donc, en effet, les Européens ont eu à négocier. Ils s'y sont peut-être mal pris, mais il y avait un moment où ils ont choisi, pour des raisons peut-être majoritaires au sein du Conseil, en effet, d'aller dans le sens en disant on va s'en sortir comme ça dans un premier temps. Ça sera un moindre mal. Donc on est à 15% aujourd'hui. Et donc, bon, il y a eu ça. Cet accord doit être ratifié. Il ne l'est pas, et à mon avis, il ne le sera pas tout de suite, puisque au Parlement européen, qui se réunit cette semaine en session plénière à Strasbourg, les 3 principaux groupes, c'est-à-dire le PPE, qui est le parti d'où vient Madame von der Leyen, les sociaux-démocrates et le groupe libéral Renew, ont dit qu'ils seraient contre en l'état. Ils ne sont pas contre forcément sur la durée, mais il est contre en l'état. Donc cet accord, il peut être mis en cause. J'ajoute aussi qu'il y a la Cour suprême des États-Unis qui s'est pas prononcée non plus sur le sujet, et dont on attend le verdict d'un moment à l'autre. Mais donc, sur tout ça dit du rapport de force. Tout ça pour dire que en matière commerciale, la Commission a des pouvoirs. Elle aurait pu les utiliser davantage pour faire plier en effet Donald Trump, qui ne comprend que le rapport de force. Sur les questions de défense, elle en a pas. C'est pour ça que je dis ça. Mais sur les questions commerciales, elle aurait pu avoir davantage la main. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on répond à Donald Trump qui demande de nouveaux droits de douane pour les pays, uniquement pour les pays, les 8, il y a des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, il y a le Royaume-Uni et la Norvège, pour les 8 pays qui seraient allés au Groenland, là aussi, l'Europe a des moyens de revenir. Il y a cet instrument dont on parlera tout à l'heure qui s'appelle anti-coercition, moi j'appelle pas bazooka, mais enfin ça existe. Il existe. On l'a jamais mis en place, c'était pas pour les États-Unis qu'on l'imaginait, c'était plutôt pour la Chine. Mais il existe. Et puis, au moment où il y a eu cette décision des nouveaux droits douaniers, l'Union européenne avait préparé un package de représailles qu'elle a abandonné momentanément en disant on va essayer de pacifier le jeu, etc. 93 milliards. Et donc, on pourrait peut-être le redégainer en disant écoute, puisque tu joues à la guerre, écoute, là, on a les moyens, et si tu veux un bras de fer, peut-être, mais aurions-nous la volonté, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a les moyens, est-ce qu'on aura la volonté d'engager ce bras de fer? Yves Thibault, Oui, je voudrais réagir, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, Pascal, je ne veux pas d'opposition, mais je voudrais souligner un point. Heureusement qu'on a la compétence commerciale européenne et pas nationale. On n'aurait jamais fait Airbus si on n'avait pas eu la Commission. Parce que quand on a commencé Airbus, pour prendre cet exemple-là, immédiatement, les Américains ont commencé à tirer de partout, notamment au GATT. À l'époque, il y avait un tribunal international qui marchait à peu près. Eh bien, heureusement qu'on avait la force européenne, qui est l'Union européenne, c'est le premier PIB mondial quand même. L'Union européenne, c'est la première force commerciale mondiale. Donc, c'est capable de résister aux Américains. Deuxièmement, la Commission, elle a peut-être bien des défauts, mais en tout cas, il y a un domaine où elle excelle, c'est la négociation commerciale. C'est son boulot. Ils font ça depuis 60 ans. Bon, ils savent faire, ils savent conduire une négociation. Donc moi, j'ai confiance. Donc vous voyez pas une espèce de faute originelle dans le fait d'avoir cédé l'été dernier? Surtout pas. Heureusement, sinon, qu'est-ce qu'on peserait aujourd'hui tout seul face à Monsieur Trump? Je veux dire, non, faut pas trop rire. Mais la Commission européenne nous défend mieux. Et dans l'affaire de cet été, qui était très difficile à gérer, bien sûr, on critique, oh oui, mais il faut y aller, il faut répondre. Ok, d'accord, mais je veux bien y aller et répondre, mais il faut être capable de le faire et faire attention au retour de boomerang. Et la Commission a très bien géré en définitive la première étape. Alors maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer, mais la première étape a été très bien gérée parce que certes, on a pris une augmentation de droits de douane, certes, c'est désagréable, certes, c'est pas bon, mais c'est supportable. Hein. Et les résultats économiques de 2025, quand même, sont plutôt globalement satisfaisants. Jérôme Viala-Godefroy, parce qu'effectivement, ce
qui nous intéresse, c'est le point de vue américain. Est-ce qu'on se dit du côté de Washington, l'été dernier, on a quand même un peu tordu le bras aux Européens, même si effectivement, on l'a dit, ça aurait pu être pire du point de vue européen. Et est-ce qu'on se dit que sur cette lancée, on peut continuer dans cette politique de la coercition ? J'en perds ma boucle d'oreille. Alors, on est quand même dans une séquence très différente parce que c'est un sujet qui divise énormément aux États-Unis. Il n'y a pas un soutien de la population, on le voit dans les sondages, y compris d'ailleurs chez les Républicains, d'aller à un clash avec l'Europe sur la question du Groenland. Donc ça, c'est un élément quand même dont il faut tenir compte. Et puis, il faut voir aussi que même chez les Républicains, on sent un vrai malaise. Il y a quelques Républicains qui ont exprimé quand même leur désaccord, ou en tout cas, je parle des élus, bien évidemment, parce que dans le fond, il y a aussi cette idée de l'implosion de l'OTAN. Et ça, c'est quand même quelque chose qui met très mal à l'aise un certain nombre d'élus, de sénateurs notamment. Et on a vu d'ailleurs, il y avait une délégation de sénateurs qui est allée au Groenland. Donc, il est quand même en état de faiblesse, je dirais, sur cet aspect-là. Ce n'est pas comme Maduro, ce n'est pas comme... il n'y a pas de raison particulière qui peut être justifiée comme une question d'un tyran qui serait à la tête d'un cartel. Ce n'est pas le récit qu'il peut faire. Donc le récit qu'il va essayer de faire par rapport, qui est un récit sur la sécurité nationale, ne prend pas auprès de la population américaine ni des élus. Donc il faut tenir compte de ça, et peut-être aussi que l'Europe doit aussi aller parler à ses élus et du Congrès, même si pour l'instant le Parti républicain reste dans les mains de Donald Trump. D'autant qu'on l'a largement dit ces derniers jours, mais l'argument sécuritaire brandi à tout va par l'administration Trump ne tient pas au gré des accords entre le Groenland et les Américains. Si les Américains souhaitent effectivement contrer les ambitions russes et chinoises au Groenland, ils peuvent en réalité augmenter la taille de la base qu'ils ont déjà et en construire d'autres sur le Groenland. D'un mot là-dessus, Jérôme Viala-Godefroy. Oui, d'autant que Donald Trump a réduit le nombre de militaires sur cette base. Il n'y a plus qu'une centaine là aujourd'hui. Donc c'est totalement incohérent. Mais ce qui compte, c'est pour lui d'essayer de mettre toujours les choses en termes d'urgence, en termes d'existence. C'est vraiment des questions existentielles. Il essaye toujours d'être sur ce récit. Mais là, le récit ne prend pas vraiment, d'autant qu'un certain nombre de républicains et d'électeurs aussi voudraient qu'il se concentre plus sur l'économie, sur les questions intérieures. Donc là, cette aventure un petit peu sur le Groenland ne prend pas. Et ça, c'est vraiment important. C'est un élément dont il faut vraiment tenir compte dans ce bras de fer qu'il y a avec Donald Trump. L'idée, c'est qu'il va essayer de sortir de cette histoire peut-être avec un récit positif en ce qui le concerne, sans forcément avoir bien avancé d'ailleurs sur le fond. La question de la crainte, elle m'intéresse, Pascal Joannin, que peuvent ressentir les Européens, de la peur, comme disait tout à l'heure Yves Thibault de Silguy. Elle vient d'où ? Alors bien sûr, il y a la question de la fin éventuelle du parapluie américain qui change beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, est-ce que les Européens seraient un peu victimes de leurs propres idéaux ? Est-ce qu'ils sous-estimeraient la puissance qui est la leur ? Faut-il le rappeler, l'Europe est le premier marché économique pour les États-Unis. Ce ne sont pas des petites choses face à un géant. Est-ce qu'il y a une espèce d'un manque de confiance en soi, d'une certaine façon, des Européens ? Oui, sans doute. L'Union européenne, elle a été créée sur un modèle qui n'existe plus. C'était l'affrontement, guerre froide, plus jamais ça, la guerre, en effet, avec un territoire européen qui était complètement dévasté en 1945 et qui est devenu, grâce à la construction européenne, Schuman, Adenauer, Gasperi, le premier continent de la prospérité, la puissance commerciale, un marché unique, 450 millions d'habitants, c'est-à-dire que c'est plus que les États-Unis, qui fait rêver tous les investisseurs, qui fait rêver tout le monde. Donc on s'en est bien sorti alors qu'on aurait dû étrayer de l'histoire au milieu du XXe siècle. On n'oublie pas l'apport américain, bien sûr, dans la Union reconstruction européenne, elle est mal comprise et elle s'est peut-être pas donné tous les pouvoirs qui étaient les siens. Elle s'est donné des pouvoirs commerciaux, des pouvoirs de négociation, etc. Mais elle a peut-être pas pris le pouvoir tel qu'on le reconnaît quand on le reconnaît dans un État, puisque c'est 27 États aujourd'hui et que donc il n'y a pas un chef. Enfin, tout le monde, il y a quelques figures, mais il n'y a pas un chef. C'est pas un État. Et donc cette construction européenne dans le processus de décision, comme c'est un peu plus long, parce
qu'il faut négocier, etc., on n'a pas l'impression que par rapport à la Chine, par rapport à la Russie ou par rapport aux États-Unis, qui ont en plus des hommes forts, masculins, etc., elle puisse être en mesure de répondre. Mais oui, elle a les moyens de répondre, sauf que c'est un peu long. C'est les processus de décision. Et puis, il y a la volonté politique. Parce que là, encore une fois, autant vis-à-vis de la Chine, pour lequel les instruments ont été mis en place, que de la Russie, on a un peu des régimes autoritaires, on a une vieille antagonisme, on sait que c'est pas des amis. Sur les États-Unis, c'est en effet... Pour beaucoup, pas pour la France, mais pour beaucoup, il y a en effet la prise de conscience que le monde a changé et qu'il faut s'adapter à cette nouvelle donne parce que Trump, ça va pas durer éternellement, mais rien ne dit que les États-Unis vont revenir, même si en effet, j'entends bien ce que dit votre invité là, Jérémy. Il y a en effet, y compris chez les Républicains qui étaient en visite l'autre jour avec, c'est une délégation bipartisane, un commencement de dire que Trump exagère. Et que donc, en effet, c'est pas la bonne chose pour les États-Unis de se mettre dans un bras de fer avec les Européens. Parce que, en effet, on incarne, même si c'est avec des positions différentes, des certaines valeurs, et que, en effet, on a de plus en plus de gens qui ne partagent pas ces valeurs, que ce soit en effet la Chine, la Russie, l'Inde, ou des pays qu'on appelle le Sud généralement. Et que donc, si on commence à se diviser avec les alliés, ça va entraîner un changement beaucoup plus important, et donc ils n'y sont pas favorables. Pour autant, tant qu'on n'a pas en effet l'assurance que ça va être bien, il faut que les Européens fassent quand même montrer des dents pour dire on peut pas laisser passer tout. Justement, on négociera peut-être à un moment, je ne sais pas quand, mais on peut pas dire tout de suite on se couche et puis on laisse le Groenland et on laisse Trump diriger le monde sans qu'on ait quelque chose à dire. Justement, on est dans un monde, Yves Thibault-Silgui, un monde nouveau, disait Pascal Joannin, un monde aussi où le narratif est roi, où la façon dont on se représente soi-même dépasse presque parfois la capacité réelle à s'imposer dans cette guerre des narratifs que mène Donald Trump, mais aussi que mène Xi Jinping en Chine ou Vladimir Poutine en Russie. Est-ce que l'Europe n'a pas déjà un peu perdu cette bataille du narratif en ne s'imposant pas aussi dans les mots, parce que on vit ce moment-là comme un empire, elle aussi, qui a des choses à dire. Je veux dire, moi je préfère l'actif au narratif, parce que les mots c'est une chose, ce qui compte c'est l'action. Alors on a un exemple que moi j'ai vécu, je me rappelle à la fin des années 90, quand je travaillais auprès de Monsieur Balladur, où il y avait un accord, exactement comme le Mercosur, mais puissance 10, qui était un accord visant à libéraliser les échanges dans le cadre du GATT. Et dans cet accord, il y avait un volet agricole qui avait été signé par la Commission et qui ne plaisait pas aux agriculteurs français. Et il a fallu remettre ça en cause. Il a fallu remettre ça en cause. Et bien, je me suis rendu compte à l'époque, puisque j'étais aux manœuvres, je m'occupais des affaires européennes au niveau de l'administration, que on y est arrivé parce que, j'allais dire, on avait des moyens de rétorsion sérieux. C'était pas du narratif. C'est-à-dire, si on n'obtient pas de satisfaction sur l'agriculture, on bloque tout votre accord du GATT général, sur tous les services, sur l'industrie, etc. Et on a été tellement convaincants, développé tellement de moyens. Là, le narratif est venu en appui. Mais pour finir, ils ont tous été convaincus qu'effectivement, on était capable de faire ça. Alors là, on peut commencer à négocier. Aujourd'hui, la situation est différente. Quels sont les moyens de pression que l'on a sur les États-Unis pour mettre votre bazooka? Peut-être. Qu'est-ce qui va se passer si on tire le bazooka? Est-ce qu'il va pas y avoir une contre-offensive américaine encore plus forte? Et comment est-ce qu'on, pour finir, on ne sera pas encore plus faible? Donc, c'est là la difficulté actuelle, c'est que aujourd'hui, l'Europe n'est pas en position de force, et c'est pas seulement au niveau du narratif, mais c'est au niveau de l'action. On n'a pas les moyens, je dirais, ou on les a peut-être pas cherchés, j'en sais rien, mais il faut prendre quelque chose en otage chez les Américains si vous voulez arriver à les faire plier. Sinon, c'est pas seulement avec des bonnes paroles ou avant de venir sur les moyens et d'éventuelles prises d'otages au sens figuré, bien sûr, à l'instant, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui s'exprime, fait assez rare, devant sa résidence londonienne, dit que les alliances durent parce qu'elles sont fondées sur le respect, mais pas sur la pression. On l'a entendu hier également avoir des mots assez forts à l'égard du grand allié américain. Nous sommes déterminés à défendre
défendre la souveraineté, imposer des droits de douane à des alliés qui défendent la sécurité collective des membres de l'OTAN est inadmissible. Il y a eu ce communiqué commun, vous l'évoquiez tout à l'heure Pascal, du Danemark, de la Finlande, du Royaume-Uni qui n'est pas membre de l'Union et de la France, disant effectivement que nous sommes coordonnés et que nous resterons unis. On sait que Donald Trump, parce que quand même il est aussi question de posture et de narratif, parce que c'est le monde dans lequel on vit. On sait que Jérôme Viala-Godefroy, Donald Trump aime les deals, mais d'une certaine façon, il respecte aussi la fermeté et les hommes forts dans son logiciel assez viriliste. Est-ce que cette stratégie de dire en fait physiquement et dans les mots on ne plie pas, ça peut fonctionner ou c'est complètement vain? En tout cas, il ne respecte que ce qu'il perçoit comme étant de la force. Et moi, je mettrais quand même un bémol sur cette idée que le narratif ne compte pas, parce que en réalité, ce qu'ont montré les élections aux États-Unis, les dernières élections, c'est pas le programme qui compte, c'est l'incarnation. Qu'est-ce qu'incarne Donald Trump? Et justement, il incarne cette force qui a plu à une partie de l'électorat américain, mais qui semble ne plus avoir de limite. Et ça, c'est pas forcément dans la vision américaine que l'Amérique a d'elle-même, en fait. Mais pour Donald Trump, pour lui, ce qui compte, c'est effectivement la force, et il ne respecte que ça. Et donc, il faut quand même qu'il ait cette impression qu'il y a quelqu'un en face qui est capable de lui répondre, qui est capable d'avoir une influence aussi aux États-Unis, notamment, comme je disais, auprès peut-être de certains élus, parce qu'il y a des enjeux économiques qu'il est capable d'entendre. Et donc, ce qu'il peut chercher aussi à faire, à terme, si ça ne fonctionne pas, c'est trouver une parade, c'est-à-dire un récit dans lequel il pourra quand même en sortir gagnant, avec un deal particulier qui serait à son avantage, ou en tout cas qu'il pourra vendre comme étant à son avantage. Parce que ce qui va compter, c'est ça, en fait. Oui, on n'oublie pas qu'il y a les élections de mi-mandat aux États-Unis à la fin de l'année, et que pour l'instant, elles ne sont pas forcément très favorables à Donald Trump. Vous vouliez intervenir, Pascal Joannin? Oui, je dis, il y a des moyens. On en a. Cet instrument anti-coercition, notamment, dont on a beaucoup parlé parce qu'il a été évoqué hier par le président de la République et français. C'est en effet quelque chose que l'Union a dans ses rayons. Elle n'est pas désarmée. Elle l'a jamais utilisé. Elle pourrait le faire. C'est peut-être une menace. On ne peut peut-être pas aller jusque-là, mais il existe. Donc, et on voit bien que Donald Trump, comme le dit Gérard, il y a en effet chez lui il vacille un petit peu. C'est-à-dire qu'il y va, et puis si on lui répond, il revient un peu en arrière. Il n'est pas d'une rectilinité exemplaire. C'est-à-dire qu'on a vu avec le Mexique, avec le Canada, avec la Chine. À chaque fois, il y va et puis il recule un petit peu. Il se dit, bon, finalement, là, j'ai testé un peu, j'ai du répondant, etc. Oui, mais est-ce qu'on peut miser une politique extérieure sur la non-rectilinité du président américain à avoir avec les États-Unis une position qu'elle n'a jamais eue, parce qu'on s'est un peu laissé imposer des choses. Aujourd'hui, il faut qu'elle essaye de tordre le bras, ou du moins qu'elle menace un petit peu. Et qu'elle redevienne maîtresse des horloges. Qu'elle redevienne maîtresse d'elle-même, pour qu'en effet dire à son vieil allié, écoute, j'ai les moyens de éventuellement répondre, est-ce que tu veux vraiment aller dans ce sens-là, ou est-ce que... Et donc ça, Trump peut le comprendre, mais si on répond pas, alors là par contre, c'est sûr qu'on commettra une erreur. Alors on va y venir à ce fameux, je vous donne la parole dans un instant, Yves Thibault-Tilguy, on va y venir à ce fameux instrument anti-coercition, donc adopté en octobre 2023, jamais utilisé, et que Roland Lescure, le ministre jusqu'à présent. Le ministre français de l'économie est allé vendre ce matin à ses confrères allemands. C'est ce qu'on appelle le fameux bazooka, donc commercial, ce que nous raconte en images. Son nom m'échappe, ça va me revenir. En tout cas, c'est ce que je vous raconte en images tout de suite, et on y revient juste après. Décrit comme une arme nucléaire économique, le bazooka européen a été créé en 2023. La Chine avait alors tenté d'étouffer l'économie de la Lituanie en représailles à l'ouverture d'une représentation diplomatique taïwanaise à Vilnius. Objectif de cet outil, se défendre rapidement contre tout pays qui utiliserait des mesures commerciales pour faire pression sur l'un des 27 États membres. Le bazooka européen permet en particulier de limiter les importations provenant d'un pays menaçant, ou bien l'accès à certains marchés publics, ou encore de bloquer certains investissements.
Une arme de dissuasion qui n'a jamais été utilisée jusqu'ici. Son activation nécessite l'approbation du Conseil européen à la majorité qualifiée, c'est-à-dire avec le soutien d'au moins 55% des États membres, représentant au moins les 2/3 de la population. Mais pour certains experts, le bazooka européen est une arme à double tranchant. Des mesures de rétorsion européennes pourraient engendrer une surenchère de l'administration Trump et ne feraient qu'aggraver la guerre commerciale déjà en cours. Et oui, la rétorsion, Yves Thiebaud-Tilguy, on sait quand ça commence, c'est comme les travaux, mais on ne sait pas où ça finit. Oui, mais je reviens sur ce que disait Pascal tout à l'heure. Je suis d'accord avec votre analyse qui consiste à dire que l'Europe, il faut qu'elle monte sa force. Bon, il y a 2 conditions préalables. Moi, c'est l'expérience qui m'a appris. Il y a 2 conditions préalables pour pouvoir avoir cette attitude. La première, c'est d'avoir une France forte, parce que l'Europe a besoin d'une France forte, parce que la France, elle a un certain génie, elle entraîne. Bon. Et deuxièmement, il y a besoin d'une entente franco-allemande en béton. Or, ces 2 conditions ne sont pas aujourd'hui remplies, et ce sera très difficile d'avoir une Europe qui puisse tenir tête, réagir à l'attaque américaine sans ces 2 conditions. Est-ce que les Allemands pourraient se ranger à l'avis du président Macron sur l'utilisation des mesures Ils ont montré, le chancelier Merz a montré qu'il était déterminé à changer beaucoup de choses, parce que c'est comme quand on dit les pays dépendants vis-à-vis des États-Unis, les Allemands en sont un exemple. Mais on l'a vu notamment sur l'Ukraine, c'était un de ceux qui était le plus en faveur d'utiliser les actifs russes, etc. Donc il a montré qu'il était un peu plus offensif. C'est pas le rôle qu'on attend normalement de l'Allemagne au sein de l'Union européenne. Mais là, il a montré des choses. Donc, je suis pas sûre qu'il soit pas dans cette fois-ci non plus sourd. Mais justement, il faut en être sûr, parce que là, je rejoins totalement Yves Thiebaud-Tilguy. Si la France et l'Allemagne sont dans le même camp, la majorité qualifiée, elle est facilement atteignable. On l'a déjà quasiment à pour 2, mettre en place ces instruments. En l'instrument. Mais si, en effet, pour des raisons que l'Allemagne et la France sont divisées, on s'en aperçoit dans beaucoup de raisons, on a en effet pas peu de choix que ça arrive. Parmi les autres options, suspension de l'accord commercial, enfin non-ratification de l'accord commercial avec Washington de l'été dernier, on l'a évoqué tout à l'heure. On parle aussi d'amendes contre le milieu de la tech, que l'on sait très proche de Donald Trump. Ça peut aussi c'est-à-dire que c'est pareil, là encore, on a les outils, on a créé sous la précédente commission von der Leyen un certain nombre de réglementations numériques, parce qu'en effet, il y a un problème en Europe, c'est que nous avons beaucoup de génies, mais les entreprises, elles sont américaines. Et donc, ils nous piquent nos génies et ils piquent les Européens pour venir travailler dans leurs compagnies américaines, pour ensuite s'affranchir des règles. Or, comme le marché européen, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, ce marché unique, vous y avez contribué, Yves Thiebaud. Donc, on a en effet une force économique. Ils se disent, on a besoin quand même de passer sous les fourches cosines de l'Europe pour accéder au marché européen. Oui. Cet instrument anti-coercition, c'est ça la principale menace. Mais très concrètement, pour que les gens qui nous regardent... c'est de dire, on va vous interdire ou on va vous empêcher de venir sur le marché, et donc vous allez perdre quelque chose. Très concrètement, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait couper l'accès à je ne sais quoi, à quel géant... Les investissements, les marchés publics, le commerce, etc. Donc, on a en effet vraiment quelque chose de fort, et il faut pas avoir la peur de l'utiliser. Il a été conçu, donc c'est pas comme s'il fallait le concevoir. Voilà. Sauf qu'il a été conçu à l'égard de la Chine. Oui, et j'imagine qu'on n'imaginait pas, l'évolution du monde est telle que on n'avait pas prévu que, mais voilà, il faut pas si on s'en sert pas des instruments, alors que Donald Trump s'en sert très très facilement. Vous avez parlé de tout ce qui était la force de l'extraterritorialité américaine. Si nous, on s'en sert pas, on serait vraiment condamnable. Et puis, les gens se diraient, mais à quoi sert l'Europe si, en effet, quand il y a, en effet, quelqu'un qui a des velléités un petit peu contre elle, de ne pas essayer de riposter, non pas pour faire la guerre, mais pour essayer de défendre ses intérêts et de faire valoir son point de vue et de ramener l'autre personne à un peu plus de raison, parce qu'on sait que c'est possible. Donald Trump l'a montré par le passé. Il monte un petit peu dans les tours, mais il redescend très vite si on lui résiste. Je vous donne la parole dans un instant, Yves Thiebaud-Tilguy. Jérôme Viala-Godefroy, ce même Scott Bessent qu'on écoutait tout à l'heure, le secrétaire américain au Trésor, qui évoquait donc la faiblesse présumée, en tout cas du point de vue américain, des Européens, disait dans cette même interview, à propos de ces mesures de rétorsion dont on sait où elles commencent, on ne sait pas où elles finissent, qu'il pourrait y avoir des conséquences sur l'Ukraine, sur l'engagement américain dans la tentative de résolution du conflit en Ukraine. Est-ce que ça peut être aussi mis dans la balance si les Européens sortent la carte de la coercition
commerciales. Est-ce que l'administration Trump peut dire, OK, dans ces cas-là, vous vous débrouillez avec l'Ukraine ? Oui, tout est possible. L'administration Trump et Trump lui-même sont capables d'utiliser à peu près tout. D'ailleurs, c'est son mode de fonctionnement. Si depuis The Art of the Deal, il a bien écrit, et même si c'est pas lui qui a écrit le livre, en tout cas, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il utilisera tout ce qui est à sa disposition. Mais encore une fois, il faut tenir compte aussi de l'environnement politique dans lequel on est. On a bien rappelé qu'on rentre en campagne pour les midterms, donc il peut y avoir aussi des conséquences là-dessus. Il y a une division au sein du groupe MAGA et des républicains sur toutes ces questions au niveau international, entre des branches isolationnistes, des branches qui sont plutôt pro-russes et d'autres anti-russes. Par exemple, Marco Rubio, qui a eu des positions, le secrétaire d'État, qui a eu des positions très, très variées sur ce sujet, mais qui est globalement quand même plutôt anti-russe, de par son histoire notamment. Donc voilà, il faut regarder l'ensemble. Il va y avoir aussi une réunion là, à Davos cette semaine où la délégation américaine va être assez importante. Il y aura sans doute des échanges intéressants. Donc beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. Mais ce qu'il faut effectivement ne jamais oublier, c'est qu'on a une présidentialisation, une personnalisation de la politique aux États-Unis autour de Donald Trump. Mais Donald Trump change souvent d'avis. On l'a vu sur l'Iran, là, même sur juste la semaine dernière. Il dit une chose et il peut faire totalement son contraire. L'idée, c'est d'essayer de le convaincre que ce n'est pas dans son intérêt et qu'il puisse en sortir gagnant d'une manière ou d'une autre. Il ne nous force pas, Yves Thibault-Tilguy, Donald Trump, nous les Européens, enfin en tout cas il ne force pas les Européens à prendre le risque de l'effet domino, pas nécessairement. Non, je pense, si vous voulez, qu'on n'arrivera pas, nous, à faire changer d'avis Trump. Par contre, les Américains peuvent le faire changer d'avis. Cet été, quand il y a eu le début de la guerre commerciale, il a voulu taxer les exportations de soja américaines, notamment vers la Chine. Ça a déclenché une bronca dans le Middle West. Et en fait, il s'est calmé parce qu'il s'est rendu compte que sur le plan intérieur, il commençait à avoir de la réaction. Idem en matière financière. Quand il a senti que ça commençait à déraper parce qu'il avait eu des propos un peu dangereux sur le dollar et autres, là, à ce moment-là, les messages, ils sont venus de l'intérieur. Donc, vous ne ferez pas changer Trump de l'extérieur, vous ferez changer de l'intérieur. Ça veut dire quand même que les Européens sont assez impuissants. Ouais, justement. Quoique, on peut quand même, vous savez, on joue bien sur le numérique, je trouve, à la différence peut-être du commercial. Là, ils ont la trouille, les Américains. Les décisions qui ont été prises... empêcher des Thierry Breton de territoire américain. Ouais, alors là, on aurait pu, les Français auraient pu prendre des mesures de rétorsion, ils ne l'ont pas fait. Mais en tout cas, la Commission tient la ligne sur le numérique, sur les directives sur le numérique. Ça embête les Américains. Ils prennent des amendes quand même importantes. Ça pourrait être pire, mais enfin, ils en prennent pour des millions de dollars. Je pense que les entreprises américaines doivent quand même passer quelques messages à M. Trump en lui disant doucement, ça suffit comme ça. Oui. Je reviens un instant sur l'imprévisibilité de Trump. J'en suis pas convaincu. Il y a derrière Trump je pense que c'est beaucoup plus planifié. Il y a une administration colossale. Il y a des moyens colossaux. Tout ça, c'est réfléchi, et c'est mis en place. Et ça fait partie du jeu. On lui fait faire le narratif, mais pendant ce temps-là, derrière, la machine américaine monte en puissance. Jérôme Viala-Godefroy, je vous vois réagir. Oui, alors moi je pense qu'au contraire, beaucoup de choses dépendent de Trump, comment il perçoit les choses, et ça ne correspond pas forcément à ce que cherche à faire et son entourage, qui s'accommode de certaines choses qu'il peut faire. Mais effectivement, ce qui peut être intéressant, et c'est ce qu'avait fait la Chine notamment, c'est de cibler des tarifs, par exemple, sur des produits dans l'agriculture notamment, qui vont avoir un impact sur l'électorat de Donald Trump. Là, dans les États où il a été très majoritaire, notamment chez les fermiers du Midwest, ça, c'est ce qu'a bien compris la Chine. Et je pense qu'avec des choses ciblées comme ça qui vont avoir un impact direct, il peut y avoir effectivement des réactions. Et puis, il y a aussi tout, encore une fois, de voir au niveau des élus et de l'intérêt du business, parce que c'est quand même ça, avant tout, c'est les affaires qui vont compter. Et là-dessus, Trump est en fait tout à fait capable de changer d'avis, même si le narratif reste, vous voyez, j'avais raison, j'ai gagné à la fin. Mais en réalité, le fond,
l'action est très souvent très différente du récit qu'il en fait. Et on a entendu Pascal Joannin, dans ce contexte, certains rappelaient l'importance d'un accord comme celui qu'on a signé ce week-end avec le Mercosur. Il faut aussi assurer ses arrières, c'est ça ? Je trouve que le Mercosur, c'est un peu une réponse indirecte en mettant l'Union européenne dans le jardin que veut se constituer Donald Trump de l'hémisphère américain. Donc là, en effet, c'est bien que l'Europe soit présente dans ce continent américain. Avec les réserves qu'on connaît ici en France. Moi, je rappelle qu'en matière commerciale, il y avait quand même un précédent. En 2017, on a déjà eu Donald Trump, numéro 1. Et je me souviens qu'en effet, il y avait eu une négociation avec le président de la Commission à l'époque, Jean-Claude Juncker, qui avait été malin et roué, comme il sait l'être. Et en effet, on avait tapé, excusez-moi de ce langage, on avait pris des mesures ciblées pour faire mal à l'économie américaine. Et en effet, Donald Trump avait reculé en disant, oui, là, faut la jouer fine, il faut la jouer ciblée, c'est ça. Voilà. Que vous dites. Et donc là, en effet, si à côté du paquet anti-coercition, il y a ce paquet de mesures qu'on avait pris en avril en disant qu'on n'a pas mis en application à la suite de la négociation de Turnberry, mais il y a des mesures en effet qui sont ciblées. Rien n'empêche les Européens. Dans quel domaine exactement ? Sur en effet des produits. C'est à chaque fois c'est des produits, c'est des taxes très très graduelles sur des choses pour dire voilà, tu veux jouer à cette guerre tarifaire puisque c'est ça, c'est un petit peu un jeu de guerre tarifaire. Et ben si tu veux nous imposer des droits de douane sur ce sujet, nous on va t'en imposer d'autres et à la fin c'est perdant-perdant. Avec un impact éventuel sur les pour un chef d'entreprise ou tout du moins un promoteur immobilier, le perdant-perdant c'est pas très bon. Donc il faut utiliser ces choses parce qu'on a montré en 2017 que c'était possible et que Trump avait compris le message. Bon, on n'est pas condamné à subir, c'est ça que exactement. Vous dites tous sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Merci beaucoup Jérôme Viala-Godefroy, vous étiez avec nous à distance. Yves Thibault-Silgui, mémoire d'un corsaire, navigation dans les eaux agitées du pouvoir chez Temporis. Merci encore d'être venu ce matin. Et puis Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Merci encore. Une discussion à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'enfants.